Au fin fond des archives territoriales du Dakota Prairie, il y a un dossier que les autorités ont scellé pendant plus de 40 ans, l'affaire Henrik Olsen et les 23 âmes qui ont disparu pendant ce que les habitants appellent encore à voix basse la marche du diable. Le 14 février 1889, 24 personnes sont parties de Fort Buford, direction l'ouest, vers les nouveaux villages près de ce qui est aujourd'hui Williston. 3 jours plus tard, un seul homme est revenu titubant par les portes, avec des engelures, délirant, et serrant une bourse en cuir pleine de pièces d'or qui ne lui appartenirent. Le récit du survivant sur les loups, les tempêtes de neige et ses tentatives héroïques pour sauver ses compagnons a convaincu les enquêteurs pendant exactement 6 semaines, jusqu'à ce qu'un trappeur nommé Ezra Kowalski découvre quelque chose dans un canyon isolé qui a fait douter les autorités locales de tout ce qu'ils croyaient savoir sur la survie, la loyauté et jusqu'où un homme est prêt à aller pour s'approprier ce qui ne lui appartient pas. Avant de continuer l'histoire de Henrik Olsen et des familles qui lui ont confié leur vie, n'oubliez pas de vous abonner. Dites-nous dans les commentaires de quel état vous nous écoutez. Parce que cette histoire de trahison dans le froid glacial va vous faire douter de toutes les légendes de héros de la frontière que vous avez jamais entendues. Ce que Kowalski a découvert dans ce canyon n'a pas juste résolu le mystère des pionniers disparus, ça a révélé une cruauté calculée qui a même choqué les shérifs endurcis du territoire du Dakota. En 1889, le territoire du Dakota bourdonnait de l'excitation à l'idée de devenir un État et de la promesse de terres gratuites sous loi sur l'implantation. Fort Buford, bien placé le long du Missouri, était le dernier poste avant l'immense prairie qui s'étendait à perte de vue jusqu'à la frontière du Montana. Là, les familles faisaient le plein de provisions, embauchaient des guides et terminaient leurs préparatifs avant de s'aventurer dans un coin où le voisin le plus proche pouvait être à 84 Teto et et où les tempêtes d'hiver pouvaient ensevelir. Une ferme sous 3,5 mètres de neige du jour au lendemain. Henrik Olsen s'était fait un nom après avoir survécu à 5 hivers rudes dans le Dakota. Un immigrant norvégien qui parlait anglais. Avec à peine un léger accent, il avait un don incroyable pour deviner la météo et s'orienter grâce aux étoiles quand les repères disparaissaient sous la neige. Mesurant presque 1,80 les sexy épaules élargies par des années à fendre du bois et à transporter des provisions, Henrik se déplaçait dans le comptoir de Fort Buford avec la confiance tranquille de celui qui n'a jamais perdu un groupe à cause des éléments. Ses yeux bleu pâle semblaient enregistrer chaque détail. Le poids des chariots de ravitaillement, la qualité des vêtements d'hiver, la nervosité, les rires des enfants qui découvraient leur premier hiver dans le Dakota. Les familles qu'il avait engagées ce février-là incarnaient à la fois les rêves et le désespoir qui poussait à l'expansion vers l'ouest. Thomas et Ellelanena Bergstrom avaient emmené leurs 3 petites filles, ainsi que la vieille mère d'Ellelanena, Martha Linkfist, qui jurait qu'elle ne mourrait pas dans une ville surpeuplée de l'Est alors que des terres gratuites l'attendaient, à l'ouest. Les frères Kowalski, Jan, Pota et Stanislav avaient mis de côté leurs économies après 3 ans de boulot sur les chemins de fer pour venir réclamer des terres voisines, des fermes où ils prévoyaient d'élever du bétail et de cultiver du blé. Le jeune médecin, le docteur Samuel Hartwell, voyageait avec sa femme enceinte, Rebecca, et leurs jumeaux, emportant du matériel médical et une collection de livres qu'ils comptaient utiliser pour créer le premier vrai hôpital du territoire. La famille Brennan avait sans doute la raison la plus forte de quitter la civilisation. Patrick Brennan, ancien officier de cavalerie de l'Union, espérait que l'isolement aiderait son fils aîné, Michael, à se remettre de ce que les médecins, poliment, appelaient le cœur de soldat. Les mains qui tremblaient et les cauchemars nocturnes qui tourmentaient le jeune homme depuis son retour des conflits avec les Lakota. La femme de Patrick, Catherine, emballait leurs affaires avec la précision méthodique d'une femme qui avait déménagé sa famille 6 fois en 10 ans.
toujours à la recherche d'un nouveau départ. Henrik étudiait chaque famille avec un intérêt professionnel, notant leurs ressources, leur désespoir et, surtout, leur confiance. Il proposait des prix raisonnables pour ses services, 50 $ par famille, à payer à l'arrivée en toute sécurité sur leur terrain choisi. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'Henrik avait passé l'automne précédent à repérer des endroits qui servaient à tout autre chose que des terrains d'habitation. Le matin du 14 février s'est levé clair et froid, avec des températures proches de zéro. Une chaleur inhabituelle pour la mi-février, que Henrik assurait à ses clients rendrait le voyage plus facile. Le groupe s'est rassemblé avant le lever du soleil. 6 familles, 23 personnes, de 4 ans, comme la petite Elena Bergström, et plus âgées. La fille Anna, chez Martha Lundqvist, 72 ans, plus leur guide. Les chariots craquaient sous le poids des graines, du matos agricole, des médicaments et des quelques affaires personnelles précieuses qui avaient survécu à la rude sélection qu'exigeait la vie à la frontière. Henrik chargeait ses propres affaires avec une efficacité rodée. Bâches en toile, cordes, huile pour lanterne et une série d'outils que les familles supposaient destinés aux réparations d'urgence. Cachés sous ces affaires légitimes, il y avait des objets à un but bien plus sombre. Une petite pelle, des couvertures en plus qu'il disait être pour les urgences, et une carte détaillée avec des endroits marqués qui n'étaient pas des sites de colonisation. Quand le groupe a quitté Fort Buford, en suivant le Missouri gelé vers l'ouest, Henrik montrait des repères et racontait des histoires de colons qui avaient réussi à se faire une vie prospère sur cette prairie impitoyable. Son assurance était contagieuse. Même Martha Lindqvist, qui râlait beaucoup à l'idée de quitter sa communauté d'église dans le Minnesota, a commencé à parler avec espoir des légumes, le jardin qu'elle planterait au printemps. Personne n'avait remarqué qu'Henrik regardait sans cesse une petite boussole, ni que le chemin qu'il choisissait s'écartait un peu des balises habituelles. Les familles étaient trop occupées à gérer leurs gamins, à calmer les bêtes nerveuses et à s'émerveiller devant l'immensité de la prairie enneigée qui s'étendait à perte de vue. Le deuxième jour, alors que le sentier officiel aurait dû tourner vers le sud, en direction des villages près de l'actuel Williston, Henrik annonça qu'il connaissait un chemin plus direct, un raccourci, qui leur aurait fait gagner 2 jours de voyage. La décision avait l'air logique. Les provisions tenaient bien le coup. Le temps restait stable, et tout le monde avait hâte d'arriver avant que la prochaine tempête ne déboule. Ce raccourci les a menés direct dans la partie la plus isolée des petites Badlands du Missouri, où des ravins profonds et des rochers formaient des barrières naturelles, cachant ce qui allait se passer ensuite au reste du monde. La tempête a frappé le 3e jour avec une violence soudaine, comme seuls savent la voir. Les tempêtes de neige dans le Dakota peuvent être terribles. Un instant, le groupe voyageait sous un ciel couvert, mais encore supportable. La seconde d'après, la neige soufflée par le vent réduisait la visibilité à quelques mètres, et la température chutait à -20 degrés. Henrik ordonna aux chariots de se ranger en cercle pour se protéger. C'est la procédure standard quand on traverse la prairie. Mais au lieu de rester au centre, il les mena vers ce qu'il disait être un abri naturel contre le vent, pas loin d'un, Sanatuse. Le docteur Hartwell raconta plus tard, dans un témoignage jamais rendu public, que la tempête. Le malaise qu'il ressentait alors qu'Henrik les menait toujours plus loin dans un terrain sans aucun abri contre le vent hurlant, le coupe-vent, s'est avéré être un canyon en boîte aux parois abruptes qui concentrait la fureur de la tempête directement sur les familles regroupées là. Quand Thomas Bergström a suggéré qu'il devrait remonter en hauteur et attendre la tempête dans la prairie ouverte, Henrik a insisté que bouger dans ces conditions serait du suicide. La tempête se calmera d'ici le matin, leur a-t-il assuré, sa voix à peine audible par-dessus le vent. On va juste. Il fallait garder les enfants au chaud toute la nuit. Mais la tempête ne se calmait pas. Pendant 48 heures, les familles se serraient dans des wagons qui ne protégeaient presque pas du vent,
qui faisait passer la neige à travers toutes les fissures et les interstices. Les provisions de nourriture, qu'ils avaient soigneusement rationnées pour le voyage, commençaient à s'épuiser dangereusement, alors que le retard s'étirait jusqu'au 3e jour. Plus inquiétant, encore, plusieurs membres de la famille montraient des signes de gelure malgré tous leurs efforts pour rester au chaud. C'est pendant cette 2e nuit que le jeune Michael Brennan, déjà inquiet à cause de son « ayant vécu la guerre », il commençait à remarquer des incohérences dans le comportement des autres. Alors que les familles devenaient de plus en plus désespérées, se partageant couvertures et chaleur corporelle pour survivre, Henrik semblait étonnamment bien préparé pour ce long retard. Il avait de la nourriture en plus dans ses affaires personnelles, du bois supplémentaire qu'il disait avoir ramassé avant la tempête, et ce qui était le plus étrange, c'est qu'il semblait savoir exactement où trouver un abri. Quand il fallait absolument aller aux toilettes, il se déplaçait dans ce canyon comme s'il y était déjà venu. Michael chuchota à son père pendant une courte accalmie du vent. « Regarde, il va direct vers cette formation rocheuse quand il doit s'occuper de ses affaires. Pas une hésitation, pas besoin de chercher partout. » Patrick Brennan, crevé d'avoir aidé à entretenir les feux et à s'occuper des plus petits, prit d'abord les remarques de son fils pour des pensées paranoïaques, comme ça lui arrivait depuis la guerre. Mais au fil du 3e jour, Patrick commença à remarquer des trucs, lui aussi. Henrik n'avait jamais l'air de galérer pour trouver point du bois sec, alors que la tempête avait trempé tout ce qui se trouvait autour. Ses réserves perso ne semblaient jamais diminuer, même quand il partageait généreusement avec des familles dont les provisions baissaient. Ce qui inquiétait le plus, c'était la réaction de Henrik quand Thomas Bergström a proposé d'envoyer un petit groupe chercher un abri plus sûr. Le calme habituel du guide a craqué juste assez pour laisser entrevoir quelque chose de froid et de calculateur. « Personne ne quitte le groupe », a-t-il dit fermement. « Par un temps comme ça, être séparé du groupe, c'est la mort assurée. J'ai vu ça trop de fois. » Quand le docteur Hartwell a proposé d'accompagner n'importe quelle expédition, en disant qu'il avait une responsabilité envers Rebecca, qui est enceinte, et les autres membres vulnérables du groupe, la réponse d'Henrik était encore plus inquiétante. « Docteur, on a besoin de vous ici. Et puis, je suis le seul à bien connaître ces terres dangereuses pour les traverser en sécurité. Faites-moi confiance. J'ai déjà guidé des familles à travers pire que ça. » Le problème avec la confiance qu'Henrik affichait, c'était qu'il avait spécialement choisi ce chemin comme raccourci pour éviter complètement les terres désolées. Cette contradiction n'échappait pas à ceux qui réfléchissaient encore clairement malgré le froid et la faim. Le matin du 4e jour, Henrik fit une annonce qui hanterait les survivants pour le reste de leur vie. Il prétendait avoir aperçu de la fumée au loin, peut-être un autre groupe de voyageurs ou une cabane de trappeurs où ils pourraient se réfugier. « Je vais y aller en éclaireur, tout seul, dit-il, et je reviendrai. Dans les 6 heures, donnez des nouvelles. Gardez les feux allumés et restez proche des chariots, ordonna-t-il. Si je ne suis pas de retour au coucher du soleil, envoyez 3 signaux de fumée. Je vous retrouverai. » Henrik partit à cheval, avec seulement un sac léger et son fusil. Ce qu'il n'a jamais dit aux familles, c'est qu'il se dirigeait vers une cache de provisions qu'il avait enterrée l'automne précédent. Des provisions qui lui permettraient de tenir confortablement le temps que la nature se charge d'effacer les témoins de son prochain crime. Les familles ne le revirent jamais. Henrik Olsen, encore une fois. Au coucher du soleil du 4e jour, il brûlait des roues de chariot pour garder assez de chaleur et maintenir les enfants en vie. Le matin du 5e jour, ils étaient confrontés à un terrible choix. Rester sur place en espérant que leur guide reviendrait, ou abandonner les wagons et tenter de rejoindre la civilisation à pied à travers une neige qui leur arrivait, jusqu'à la poitrine par endroits. « Il ne reviendra pas », a tranché Martha Landfist, la doyenne du groupe, scellant leur destin. Avec l'honnêteté brute de quelqu'un qui avait vécu 7 décennies de nature humaine.
Il lui était arrivé quelque chose où elle n'avait pas fini sa phrase, mais tout le monde avait compris ce que ça voulait dire. Ils ont choisi d'attendre encore un jour. Le retour de Henrik Olsen à Fort Buford, le 19 février, a fait sensation dans les communautés territoriales le long du Missouri. En titubant à travers les portes juste après l'aube, gelé et incohérent, il s'est effondré devant l'officier commandant et prononça des mots qui seraient de consigner dans les rapports officiels et répétés à voix basse pendant des décennies. Ils ont tous disparu. Les loups. Bon sang. Les loups. L'histoire qu'Henrik a racontée une fois qu'il s'était assez remis pour donner un récit cohérent le dépeignait comme un héros tragique, qui avait regardé impuissant la nature emporter la vie de 23 innocents. D'après son témoignage, la tempête avait été pire que tout ce qu'il avait connu en 5 ans à guider des groupes dans le Dakota. Territoire. Malgré tous ses efforts pour trouver un abri et garder le moral, le froid prolongé avait affaibli le groupe au point qu'ils sont devenus une proie facile pour une meute de loups chassés de leur territoire habituel par la même tempête. « J'ai essayé de les repousser », sanglotait Henrik devant le marshal territorial James McReynolds, montrant de vraies larmes et des blessures aux mains qui semblaient correspondre à son récit. Mais ils étaient trop nombreux et les gens trop faibles pour fuir. Les Bergstrom, les filles, mon Dieu, le bruit qu'elles faisaient. Le récit d'Henrik donnait des détails précis sur la progression de la tempête, l'endroit où il s'était abrité et les actes héroïques qu'il disait avoir vus alors que les familles essayaient de se protéger des éléments et de l'attaque des loups. Il parlait avec émotion des derniers instants du docteur Hartwell, soi-disant passés à soigner les blessés, même alors que les loups rôdaient autour du groupe, et du dernier combat de Thomas Bergstrom, qui utilisait une roue de chariot cassée comme une arme pour défendre ses filles. L'histoire était captivante, tragique et totalement crédible pour des gars qui avaient vu de leurs propres yeux la capacité du territoire Dakota à la violence soudaine et impitoyable. Marshal McReynolds, lui-même vétéran des campagnes contre les Indiens et des tempêtes sur la prairie, n'a rien trouvé dans le récit d'Henrik qui contredise sa propre expérience de la rapidité avec laquelle le désastre pouvait frapper. Des voyageurs isolés. Mieux encore, Henrik avait des preuves physiques pour appuyer ses dires. La petite bourse en cuir qu'il serrait dans sa main quand il arrivait à Fort Buford, il y avait exactement la somme d'argent que les familles auraient emportée. Leur économie réunie pour acheter des provisions et payer les frais pour leur demande de terrain. Henrik a expliqué qu'il avait récupéré l'argent sur les corps, voulant s'assurer que ça arrive aux proches des familles à l'Est, plutôt que de remplir les poches des pillards qui auraient fini par tomber sur ce drame. « C'était le minimum que je pouvais faire pour eux », a dit Henrik. Thomas Bergstrom m'a fait promettre avant la fin. Je verrai les économies de sa famille rendues à son frère à Milwaukee. Les autres, eux aussi, demandèrent la même chose. C'était tout ce que je pouvais faire pour eux. Les autorités territoriales ont organisé une expédition de récupération quelques jours après le retour d'Henrik. Mais la tempête de Punxsutawney fin février avait commencé, rendant les déplacements dangereux et limitant la recherche aux zones accessibles à cheval. Quand le groupe est revenu après une semaine sur le terrain, ils ont rapporté avoir trouvé des preuves éparpillées du drame, des bouts de vêtements, des morceaux de chariots cassés et de la neige bouleversée qui aurait pu être le signe d'une attaque de loups, mais aucun corps. Le marshal McReynolds a expliqué l'absence de restes d'une manière qui parlait à tous ceux qui connaissent la vie à la frontière. Les loups ne laissent pas grand-chose derrière eux, surtout quand ils sont affamés après un hiver rude. Les charognards auraient nettoyé ce que la meute avait laissé. Henrik Olsen a été officiellement innocenté de tout acte répréhensible et félicité pour ses compétences de survie ainsi que ses efforts pour honorer les dernières volontés de la victime. Il a utilisé les économies de la famille pour s'acheter une ferme à lui, disant qu'il voulait créer un mémorial aux pionniers disparus en bâtissant la ferme prospère dont ils avaient toujours rêvé.
Pendant 6 semaines, personne n'a remis en question son histoire. Il s'était installé sur sa nouvelle terre, avait commencé à préparer les semis de printemps et avait même discuté avec le journal local pour lancer un service de guide qui mettrait l'accent sur la sécurité et la bonne préparation pour voyager dans la prairie. Les habitants du coin ont commencé à en parler, à Henrik, comme exemple de comment une tragédie pouvait pousser un homme à construire quelque chose de significatif à partir d'une perte. Puis Ezra Kowalski fit sa découverte. Kowalski était un immigrant polonais qui avait passé 3 ans à piéger des castors et des visons le long des affluents de la petite rivière Missouri. Contrairement aux fermiers et aux villageois qui croyaient l'histoire de Henrik, Kowalski connaissait très bien le comportement des loups et des humains dans les Badlands du Dakota. Et surtout, il avait été dans le coin pendant la tempête de février et savait que la description des conditions météo par Henrik ne correspondait pas à ce qui s'était réellement passé. En suivant ces lignes de piège à travers un canyon isolé à environ 65 km du lieu que Henrik avait indiqué pour la tragédie, Kowalski est tombé sur ce que les documents du tribunal territorial qualifieraient plus tard de preuve d'une présence humaine incompatible avec un simple abri d'urgence. Caché sous un surplomb rocheux à l'abri du vent et de la neige, quelqu'un avait monté un campement élaboré, avec assez de provisions pour tenir un moment. Plusieurs personnes depuis des semaines. Le camp contenait des trucs qui avaient clairement été posés là, avant la tempête. Du bois sec, coupé et empilé bien rangé, des bâches en toile faites pour durer, et ce qui accablait le plus, une réserve de nourriture largement plus importante que ce qu'un guide prudent aurait emporté en cas d'urgence. Quelqu'un avait préparé cet endroit comme un refuge volontaire, pas une découverte par hasard. Ce qui inquiétait encore plus, c'étaient les affaires personnelles que Kowalski avait trouvées éparpillées autour du camp. Une moufle d'enfant avec les initiales AB, une épingle à cheveux de femme dans le style préféré des immigrants suédois, une montre de poche d'homme gravée des initiales TB, celle de Thomas Bergstrom. Quand Kowalski a présenté ses trouvailles à Marshall McReynolds, les autorités territoriales se sont retrouvées face à une terrible possibilité. L'histoire de survie héroïque de Henrik Olsen pourrait bien être une fiction bien ficelée pour camoufler un crime qui remettait en cause tout ce qu'il pensait savoir sur les tragédies de la frontière et la nature humaine. L'enquête, qui s'en est suivie. La découverte d'Ezra Kowalski a révélé des incohérences dans l'histoire d'Henrik, qui devenaient de plus en plus inquiétantes à chaque nouvel élément. Marshall McReynolds, accompagné du juge territorial William Hartfield et d'un petit groupe de shérifs adjoints, a mené une fouille approfondie du camp caché et a commencé à comparer les preuves matérielles avec le récit officiel de la tragédie. La première grosse différence portait sur la chronologie. Henrik affirmait que la tempête avait coincé son groupe pendant 4 jours avant que l'attaque du loup n'ait lieu. Cependant, les provisions trouvées dans le camp caché laissaient penser qu'on se préparait à rester beaucoup plus longtemps. Le bois de chauffage à lui seul demandait des jours de coupe et d'empilement, un boulot impossible à faire pendant la tempête dont Henrik avait parlé. Ce qui était encore plus important, c'était l'endroit lui-même. Henrik avait dit qu'il s'était réfugié dans un canyon en cul-de-sac, qui offrait très peu de protection contre les éléments. Un choix illogique pour un guide expérimenté, sauf s'il avait des raisons cachées de mener le groupe. Précisément là, emplacement. Le camp caché, lui, était installé dans un abri idéal, le genre d'endroit évident où n'importe qui aurait mis 23 personnes pour les protéger d'une tempête de neige. Le juge Hartfield, ancien procureur de l'Ohio, nommé pour appliquer les normes juridiques de l'Est dans la justice territoriale, a ordonné une fouille plus approfondie des lieux. Ce que son équipe a trouvé donnait une image de plus en plus inquiétante de la tragédie de février. En suivant une piste qui reliait le camp caché sur le site qu'Henrik a décrit comme celui de l'attaque du loup, les enquêteurs ont trouvé des preuves que quelqu'un avait fait plusieurs allers-retours entre les deux endroits pendant et après la tempête. Des traces de bottes dans des plaques de neige dure
montrait qu'une personne, chaussée du genre de bottes lourdes que Henrik préférait, avait emprunté ce chemin au moins 6 fois sur plusieurs jours. Sur le lieu officiel de la tragédie, un examen plus approfondi a révélé des détails qui contredisaient l'histoire d'un dernier combat désespéré contre les loups. Les restes éparpillés, les pièces du wagon étaient disposées d'une manière qui laissait penser à un démontage organisé, plutôt qu'à une destruction faite par des gens désespérés cherchant du bois pour le feu. Les effets personnels étaient éparpillés comme si on avait fouillé méthodiquement, pas dans le désordre d'une attaque de loups. Ce qui était le plus compromettant, c'était la découverte d'objets que Henrik n'avait pas mentionnés dans son témoignage. Initial. Cachés sous un tas de cailloux, les enquêteurs ont trouvé une collection de biens précieux que les familles auraient emportés. Des bijoux, de l'argent en plus, et des papiers qui prouvaient que les victimes étaient bien plus riches que ce que racontait Henrik. Rebecca Hartwell avait sur elle le médaillon en argent de sa grand-mère, d'une valeur de $50, une somme conséquente que Henrik avait étrangement oubliée dans son récit de la collecte des affaires des Tabandisite Victims. Les frères Kowalski avaient mis leur salaire de cheminot dans une ceinture porte-monnaie contenant plus de $300, bien plus que ce que Henrik avait remis aux autorités. Thomas Bergstrom portait non seulement les économies de la famille, mais aussi une collection de pièces en or, héritée de l'affaire de transport maritime de son père. Les preuves laissaient penser qu'Henrik Olsen avait pillé les familles avant de les laisser mourir. Mais pour prouver un meurtre prémédité, il fallait comprendre comment 23 personnes étaient mortes alors que leur guide avait survécu sans problème. Marshall McReynolds a fait venir le docteur Charles Whitman, le médecin territorial qui avait examiné Henrik à son retour à Fort Beaufort. L'évaluation initiale du docteur Whitman avait confirmé l'histoire d'Henrik. Le guide montrait des signes de gelure et d'exposition au froid, comme quelqu'un qui aurait survécu à une tempête de neige. Mais quand on lui a demandé de revoir ses conclusions à cause de nouvelles preuves, le docteur Whitman a admis que les blessures d'Henrik étaient étonnamment légères pour quelqu'un qui disait avoir passé 4 jours en plein froid. Ces gelures étaient superficielles. Le docteur Whitman a expliqué que c'était le genre de gelure qu'on peut attraper après quelques heures dans le froid, pas après plusieurs jours. Et son état général, il était affamé et crevé, certes, mais pas dans l'état que j'aurais imaginé chez quelqu'un ayant traversé ce qu'il racontait. L'enquête a pris un tournant décisif quand les flics ont décidé de perquisitionner la ferme de Henrik à la recherche de preuves supplémentaires. Ce qu'ils ont découvert dans la cave à racines de sa nouvelle propriété a choqué même les policiers les plus expérimentés, habitués à la violence des frontières depuis des années. Caché sous des sacs de graines, Henrik avait planqué des affaires appartenant clairement aux familles disparues. Des vêtements d'enfants encore, portant le parfum qu'Elena Bergstrom utilisait pour que ses filles se sentent spéciales le dimanche. La trousse médicale du docteur Hartwell, avec des instruments que Henrik n'aurait jamais pu s'offrir. L'alliance de mariage de Catherine Brennan, un modèle irlandais bien particulier que son mari avait décrit en détail en parlant des victimes. Mais la découverte la plus troublante, c'était un journal intime que Henrik avait tenu tout l'hiver 1889. Ce journal révélait que, en février, la tragédie n'était pas un crime opportuniste né du désespoir, mais le fruit de plusieurs mois de planification minutieuse. Henrik avait passé l'automne à repérer méthodiquement des endroits dans les terres désolées, cherchant spécialement des sites difficiles à trouver et impossibles à fuir. Il avait caché des provisions à plusieurs endroits, créant un réseau de planques qui lui permettrait de vivre confortablement pendant que ses victimes crevaient. Le plus glaçant, c'est que le journal contenait des profils détaillés de victimes potentielles, y compris des évaluations de leurs richesses, de leurs itinéraires probables et de leur vulnérabilité à la manipulation. L'entrée du 15 décembre 1888 ne laissait aucun doute sur les intentions d'Henrik. La famille Bergstrom s'est renseignée aujourd'hui sur le passage au printemps vers des terres à coloniser près du Yellowstone.
Ils ont des économies conséquentes et voyagent avec leur mère âgée, ce qui ralentirait toute tentative de secours. Parfait candidat pour la route ouest à travers le système de canyon. Il faut s'assurer qu'aucun autre guide ne soit disponible pendant leur période de voyage souhaitée. Des notes similaires montrent comment Henrik éliminait méthodiquement la concurrence parmi les autres guides, soignait sa réputation de personne fiable et connaissait par cœur les conditions météo qui lui servaient de couverture naturelle pour ses méfaits. La dernière note, datée du 10 février 1889, soit 4 jours avant le début de ce voyage tragique, dévoile le calcul froid derrière ce qui semblait être un acte héroïque en territoire sauvage. Les bulletins météo annoncent une grosse tempête venant du nord-ouest. Les familles sont impatientes de partir avant que les choses se gâtent. Je conseille de partir tôt et de prendre un chemin direct à travers les terres désolées. Avec une bonne préparation, on devrait pouvoir éliminer tous les témoins tout en faisant croire à une catastrophe naturelle. Faut pas oublier de rendre une bonne partie de l'argent de la victime pour éviter les soupçons. Les preuves contre Henrik Olsen étaient accablantes, mais le marshal McReynolds avait un problème qui hanterait la justice frontalière pendant des décennies. Comment prouver un meurtre quand les corps ont disparu et que l'accusé, il clame toujours son innocence, malgré des preuves qui semblent accablées. Quand on lui a présenté le journal et les objets volés, Henrik est passé du rôle de survivant héroïque à celui de victime des circonstances. Il affirme que les entrées du journal sont des inventions, fabriquées par quelqu'un qui voulait lui faire porter le chapeau, peut-être Ezra Kowalski lui-même, qui aurait planqué des preuves pour toucher la prime promise pour des infos sur les familles disparues. Ce trappeur polonais, ça fait des semaines qu'il épie ma ferme, Henrik. Il a insisté auprès du juge Hartfield. Il sait que j'ai réussi, qu'ai su repartir à zéro quand d'autres galéraient. Il doit sûrement planifier ça depuis que je suis revenu de cette terrible épreuve. L'explication d'Henrik pour l'argent et les provisions cachées était tout aussi inventive. Il disait préparer une expédition commémorative pour enterrer dignement les victimes dès que le printemps rendrait le site accessible. Les provisions étaient là pour soutenir l'équipe chargée de la cérémonie et les objets de valeur trouvés. Ces affaires étaient gardées en fiducie jusqu'à ce qu'ils puissent retrouver les proches du défunt. J'attendais le bon moment pour contacter les familles dans l'Est, expliqua Henrik. Je voulais pouvoir leur dire que leurs proches avaient eu une sépulture chrétienne, pas juste que je n'avais pas réussi à les protéger des loups. L'histoire tenait la route pour semer un doute raisonnable. Surtout que le tribunal territorial avait plus l'habitude de gérer des affaires simples de vol ou d'agression que des cas plus complexes. Enquête sur des personnes disparues. Le juge Hartfield s'est retrouvé dans une situation délicate, a présidé une affaire où tout le monde était convaincu de la culpabilité de l'accusé, mais où les critères légaux pour une condamnation restaient frustrants à atteindre. La percée est venue d'une source inattendue. Michael Brennan, ce jeune vétéran dont les nerfs abîmés par la guerre l'avaient rendu sensible à des détails que d'autres auraient pu manquer. Les autorités territoriales avaient d'abord hésité à se fier à son témoignage. Quelqu'un dont l'état mental laissait à désirer. Mais l'obsession de Michael pour les incohérences dans l'histoire de Henrik l'avait poussé à mener sa propre enquête. Michael avait passé des semaines à refaire le chemin que le groupe avait pris depuis Fort Buford, interrogeant tous ceux qui auraient pu voir les voyageurs ou remarquer les déplacements de Henrik dans les jours qui ont précédé la tragédie. Sa ténacité lui avait permis de trouver un témoin, dont le témoignage allait enfin apporter le chaînon manquant entre les préparatifs minutieux de Henrik et la disparition de la victime. Sarah Kowalski, la femme d'Ezra, avait vérifié des pièges près du camp caché le 16 février, le jour où Henrik prétendait repousser des loups pendant que ses compagnons mouraient autour de lui. Depuis une crête surplombant le canyon, Sarah avait vu un homme seul se déplacer méthodiquement dans ce qui semblait être un campement abandonné, charger des affaires sur un travois et effacer ses traces pendant qu'il travaillait.
Je trouvais ça bizarre, a témoigné Sarah, parce que l'homme travaillait avec tellement de précautions, comme s'il ne voulait pas avoir. Et il n'avait pas l'air de quelqu'un qui venait de survivre à une terrible tragédie. Il bougeait comme s'il avait tout le temps du monde. La description que Sarah faisait des vêtements de l'homme et de son cheval correspondait parfaitement à Henrik. Plus important encore, son témoignage le situait au camp caché, le même jour où il prétendait galérer pour survivre avec les familles. Le calendrier rendait impossible qu'Henrik soit aux deux endroits à la fois, apportant enfin une preuve béton que son histoire était fausse. Mais même celle de Sarah, le témoignage n'aurait peut-être pas suffi à obtenir une condamnation sans la découverte qui a terrifié les enquêteurs plus que n'importe quelle preuve trouvée jusque-là. En fouillant une dernière fois autour du camp caché, les adjoints sont tombés sur ce qui ressemblait à une tombe peu profonde, retournée par des charognards. Les restes qu'ils ont découverts n'étaient pas ceux d'adultes morts, en point combattant des loups, mais ceux d'enfants qui étaient clairement morts d'exposition au froid et de faim. L'état des corps. On dirait qu'ils ont survécu plusieurs jours après que Henrik ait dit que la tragédie était terminée, peut-être en appelant à l'aide sans jamais être entendus. Pendant ce temps, leur guide pillait tranquillement les affaires de la famille depuis sa planque confortable. L'examen des corps par le docteur Whitman a révélé le détail le plus terrifiant. Quelqu'un avait donné aux enfants juste assez de nourriture et de chaleur pour les maintenir en vie, plusieurs jours, mais pas assez pour les sauver. Ils ont été maintenus en vie, mais pas sauvés point des deux pitiés, mais plutôt pour assurer le coup au cas où les équipes de recherche arriveraient plus tôt que prévu par Henrik. Juste au moment où on pensait avoir tout vu, l'horreur à Dakota, Prairie s'intensifie. Si cette histoire te donne des frissons, partage cette vidéo avec un pote fan de Mystères sombres. Clique sur le bouton like pour soutenir notre contenu. Et oublie pas de t'abonner pour ne jamais rater des histoires comme celle-ci. Découvrons ensemble la suite. La révélation que Henrik avait fait ça exprès. La prolongation de la souffrance. Des enfants a transformé l'affaire, qui était au départ un simple vol avec homicide par négligence, en quelque chose de bien plus sinistre. Les familles n'avaient pas juste été abandonnées à leur sort. Elles avaient été systématiquement assassinées par un homme qui avait passé des mois à préparer leur destruction, tout en souriant aux enfants et en gagnant leur confiance. Le procès de Henrik Olsen a commencé le 15 mai 1889 au tribunal territorial de Bismarck. Ce qui aurait dû être une affaire simple de justice frontalière est devenu autre chose. Un procès qui a attiré des curieux de tout le Dakota, et même au-delà. Les journaux de l'Est avaient envoyé des correspondants pour couvrir ce qu'ils appelaient, en gros, le procès du meurtre du loup des prairies, tandis que les habitants du coin remplissaient le tribunal chaque jour, beaucoup ayant fait des centaines de kilomètres juste pour assister à l'affaire. Henrik entrait dans la salle chaque matin, toujours tiré à 4 épingles, gardant cette allure digne qui avait convaincu 23 personnes de lui confier leur vie. Il ne montrait jamais le moindre signe de faiblesse, même quand le procureur James Mitchell a exposé méthodiquement des preuves qui le montraient comme un prédateur calculateur ayant profité de familles qui ne demandaient qu'à reconstruire leur vie à la frontière. L'accusation a fait monter l'affaire, passant d'indices circonstanciels à des preuves accablantes de préméditation. Mitchell a commencé par parler de la réputation d'Henrik et de la confiance que les familles lui accordaient. Puis, il a systématiquement démoli le mythe du survivant héroïque avec des preuves matérielles, des témoignages et le contenu accablant du journal de Henrik. « Mesdames et messieurs du jury, a déclaré Mitchell dans son discours d'ouverture, nous allons prouver que l'accusé n'a pas survécu à une tragédie. C'est lui qui en a créé une. On va vous montrer qu'Henrik Olsen a passé des mois à planifier le meurtre systématique de familles innocentes, qu'il les a délibérément conduites au danger et qu'il les a regardées mourir pendant qu'il restait bien au chaud, à compter leur argent et à préparer sa fuite. Le témoin le plus efficace de l'accusation était
Le docteur Wittmann, dont le témoignage médical sur l'état des restes des enfants a visiblement bouleversé plusieurs jurés. Le docteur Wittmann a expliqué en détail clinique comment une exposition prolongée et la famine affectent le corps humain, surtout celui des enfants, et comment les preuves montraient que les victimes avaient vécu bien plus longtemps que ce que racontait l'histoire d'Hendrik. D'après mon examen des restes, ces enfants ont survécu au moins une semaine après l'attaque supposée du loup, a témoigné le docteur May Wittmann. Ils sont morts lentement de froid et de faim, alors que quelqu'un tout près avait de quoi les sauver. Le témoignage de Sarah Kowalski a été la pièce clé qui a placé Henrik au camp caché, alors qu'Illi Majesadon prétendait être avec les familles mourantes. Son récit simple et direct, où elle raconte avoir vu un homme piller méthodiquement un camp abandonné, a détruit toute crédibilité qu'il restait à la version d'Henrik. Mais c'est le témoignage de Michael Brennan qui a donné le point de vue le plus convaincant sur Henrik. Caractère et méthode. Malgré sa réputation d'instabilité, les souvenirs précis de Michael sur le voyage et ses observations du comportement d'Henrik dessinaient le portrait d'un homme qui avait organisé chaque détail de la tragédie. Il savait exactement où aller dans ce canyon. Michael a témoigné, la voix ferme malgré l'évidente douleur de revivre cette expérience. Même pendant la tempête, il bougeait comme s'il y était déjà allé. Et quand les gens ont commencé à parler de partir, de chercher un abri meilleur, lui, il y avait toujours une bonne raison pour qu'on reste sur place. Toujours une raison pour laquelle il était le seul à pouvoir prendre des décisions. Le récit de Michael sur la mystérieuse disparition de Henrik pour aller chercher de l'aide a révélé ce que c'était vraiment, le signal pour la phase finale de son plan. Une fois Henrik parti, les familles étaient foutues, sans aucune chance d'être sauvées. Coincées dans un endroit que lui seul connaissait, avec des provisions qui s'amenuisaient, et aucune idée de comment survivre dans ces terres hostiles. La défense menée par l'avocat Robert Carlilele a dû faire face à ça, une tâche presque impossible. Les preuves étaient accablantes, les témoins crédibles, et l'histoire du prévenu avait été méthodiquement démolie. La stratégie de Caril consistait à remettre en question la fiabilité des preuves et à suggérer que Henrik avait été victime d'un montage compliqué orchestré par des gens jaloux de son succès. Mon client n'est coupable de rien, d'autre que d'avoir survécu à une terrible tragédie, soutenait Caril. Il a été fait bouc émissaire par ceux qui ne peuvent pas l'accepter. Parfois, malgré tous nos efforts, des gens bien meurent, et il n'y a rien de héroïque à survivre. Juste de la culpabilité et le poids de continuer à vivre. Caril a suggéré qu'Ezra Kowalski avait fabriqué des preuves pour piéger Henrik, peut-être avec la complicité d'autres trappeurs qui en voulaient au succès de cet immigrant norvégien. Il a soutenu que les notes du journal pouvaient être falsifiées et que les biens volés avaient pu être planqués dans la cave à racines de Henrik par n'importe qui ayant accès à sa propriété. C'était l'argument le plus solide de la défense. Le moment est arrivé où Henrik lui-même est monté à la barre. D'une voix à peine audible, il a raconté l'horreur d'avoir vu des familles mourir autour de lui, d'avoir entendu des enfants pleurer à l'aide sans pouvoir rien faire, et d'avoir pris la terrible décision de sauver l'argent et les objets de valeur qu'il pouvait, plutôt que de les laisser disparaître avec les corps. Je les ai laissés tomber, a-t-il témoigné, les larmes coulant sur son visage. J'étais censé être leur guide, leur protecteur, et je les ai trahis. Mais je ne suis pas un meurtrier. Je suis un homme brisé, qui doit vivre chaque jour avec le poids de savoir que 23 bonnes personnes m'ont confié leur vie, et que je n'ai pas été assez fort ni assez compétent pour les sauver. Le témoignage d'Henrik était convaincant. Et pendant un moment, on a cru qu'il pourrait semer assez de doutes pour éviter la condamnation. Mais l'interrogatoire de Mitchell, le procureur, a méthodiquement détruit la crédibilité d'Henrik, en le forçant à expliquer les contradictions de plus en plus évidentes dans son récit. « Monsieur Olsen », a dit Mitchell,
on a demandé « Si tu étais vraiment coincé avec les familles pendant 4 jours, comment expliques-tu que Madame Kowalski ait témoigné t'avoir vu seul au camp caché en train de charger calmement des provisions, le jour même où tu disais te battre contre des loups ?» La réponse d'Henrik, disant que Madame Kowalski s'était trompée de date ou avait vu quelqu'un d'autre, n'a pas convaincu. Quand Mitchell l'a poussé à parler des préparatifs détaillés au camp caché, les explications d'Henrik sont devenues de plus en plus désespérées et contradictoires. Le moment qui a scellé le sort d'Henrik, c'est quand Mitchell a sorti la dernière preuve, une lettre trouvée cachée dans la cabine d'Henrik, écrite mais jamais envoyée à un contact à Minneapolis. La lettre datée du 1er mars 1889 parlait des plans d'Henrik pour étendre ses affaires en incluant des routes à travers le territoire du Montana, où les opportunités de profit étaient encore plus grandes qu'au Dakota. Dans cette lettre, Henrik ne voyait pas la tragédie de février comme un échec dévastateur, mais plutôt comme un test réussi des méthodes qu'il comptait réutiliser. Il repérait déjà des victimes potentielles et explorait de nouveaux endroits pour ses futurs méfaits. J'ai peaufiné des techniques pour gérer de grands groupes en zones isolées. La lettre disait « La clé, c'est de garder leur confiance tout en éliminant méthodiquement toute possibilité d'évasion ou de secours. » L'opération de février a rapporté gros avec très peu de risques. Le jury a délibéré moins de 3 heures avant de rendre un verdict de culpabilité sur tous les chefs d'accusation. 23 chefs d'accusation de meurtre prémédité. Le juge Hartfield, en prononçant la sentence, a qualifié les crimes de Henrik Olsen d'outrage à tous les principes sur lesquels repose une société civilisée. Tu as trahi la confiance des familles qui voyaient en toi leur espoir d'une vie meilleure. Le juge Hartfield a déclaré « Tu as planifié leur mort avec le froid calcul d'un homme d'affaires préparant une transaction. Tu as regardé des enfants mourir pendant que tu restais à l'aise et bien nourri, comptant l'argent de leurs parents. Pour ces crimes, il n'y a qu'une seule issue. » Phrase. Henrik Olsen a été pendu à la prison territoriale de Bismarck le 12 septembre 1889. D'après les témoins, il a clamé son innocence jusqu'au bout, affirmant qu'il avait été victime d'un complot monté par des concurrents jaloux et des immigrants rancuniers qui ne pouvaient pas accepter qu'un Norvégien réussisse là où eux avaient échoué. Cette affaire a posé un précédent juridique pour poursuivre les meurtres complexes devant les tribunaux territoriaux et a mis en lumière la vulnérabilité des familles de la frontière face aux prédateurs qui, ils ont profité de leur confiance et de leur désespoir. Plus important encore, ça a montré qu'il fallait mieux encadrer les guides sur lesquels les familles se comptaient pour survivre lors de leur migration vers l'Ouest. Les terres que ces 6 familles voulaient s'installer ont finalement été récupérées par d'autres colons, mais personne n'a vraiment réussi à y faire pousser quoi que ce soit. Les gens du coin disaient que la terre était maudite, mais les plus réalistes notaient surtout que les endroits reculés où Henrik avait envoyé ses victimes n'étaient pas du tout adaptés à l'agriculture et qu'ils étaient trop isolés, des routes d'approvisionnement et des soins médicaux aide. Le gouvernement territorial a mis en place de nouvelles règles obligeant les guides à s'enregistrer auprès des autorités locales et à fournir des références de clients précédents. Un système de récompense a été instauré pour signaler les comportements suspects parmi les prestataires de services frontaliers et les maréchaux territoriaux ont commencé à faire des contrôles réguliers des activités des guides. Mais ce qui a surtout marqué, c'est la façon dont l'affaire Henrik Olsen a changé la manière dont les familles vivant à la frontière décidaient de faire confiance à des inconnus avec leur vie. Cette tragédie a brisé l'idée reçue que les compétences de survie et la réputation professionnelle suffisaient à garantir le caractère d'un guide. Les familles ont commencé à voyager en groupes plus nombreux, embauchant plusieurs guides pour se surveiller mutuellement et mettant en place des horaires de communication avec les autorités, qui déclencheraient des recherches en cas de silence. Les effets personnels retrouvés sur Henrik
ont finalement été rendus aux proches survivants dans l'Est. Le frère de Thomas Bergstrom à Milwaukee a utilisé les économies de la famille ont servi à créer une bourse pour les enfants orphelins des tragédies à la frontière. Le matériel médical du docteur Hartwell a été donné à l'hôpital territorial, où il a aidé les communautés frontalières pendant plus de 10 ans. Michael Brennan, dont les nerfs abîmés par la guerre le rendaient insensible aux mensonges d'Henrik, a traîné un sentiment de culpabilité envers les survivants pendant des années après le procès. Finalement, il est devenu lui-même marshal territorial, se spécialisant dans les enquêtes sur les disparitions suspectes et les personnes portées disparues. Ses rapports détaillés sur l'enquête Henrik Olsen sont vite devenus incontournables pour tous les flics du territoire du Dakota. Ezra Kowalski, le trappeur qui avait mis au jour les crimes de Henrik, a refusé toutes les récompenses proposées par le gouvernement territorial. Il a continué à travailler sur ses pièges le long de la Little Missouri, mais les voisins disaient qu'il n'était plus jamais vraiment le même après avoir découvert les restes des enfants. Plus tard, Sarah Kowalski racontait que son mari se réveillait parfois en pleine nuit. La nuit, il était persuadé d'entendre des enfants pleurer dans le vent. Le camp caché de Henrik était devenu un repère un peu mythique pour les trappeurs et chasseurs qui arpentaient ces terres désolées. La légende locale disait que quiconque campait là-bas entendait des enfants jouer au loin. Et les enquêteurs qui ont creusé ces histoires ont conclu que c'était surtout dû au courant d'air et à la façon dont le son résonnait dans les canyons. Ce qui inquiétait vraiment, c'étaient les rapports persistants sur d'autres caches de provisions retrouvées dans des coins perdus à travers tout le territoire. Au cours de la décennie suivante, les autorités territoriales ont découvert au moins 6 autres sites qui semblaient avoir été aménagés pour des séjours prolongés dans des zones isolées. Aucun ne contenait de preuves de crime, mais leur existence laissait penser que Henrik Olsen n'était peut-être pas un cas, unique parmi les guides de la frontière, qui voyaient une opportunité dans la vulnérabilité de leurs clients. Les dossiers de l'affaire sont restés scellés jusqu'en 1923, quand l'historienne Dr Margaret Lindholm a obtenu l'autorisation d'y accéder dans le cadre de ses recherches sur la criminalité à la frontière pour sa thèse, dissertation. L'analyse du Dr Lindholm a révélé que les méthodes d'Henrik étaient bien plus sophistiquées que ce que même l'accusation avait imaginé. Il avait mené son sinistre plan pendant au moins 3 ans avant la tragédie de février 1889 et était probablement responsable de la disparition de plusieurs petits groupes dont le sort n'a jamais été élucidé. Henrik Olsen représentait un type de prédateur des frontières que l'on commence à peine à comprendre. Le docteur Lindholm écrivait dans son livre de 1925 « Loup parmi nous. Moutons, crime et justice dans l'Amérique territoriale ». Il a tiré parti des qualités mêmes qui rendaient impossible la colonisation de la frontière. La confiance, la coopération et la capacité à compter sur des inconnus pour survivre, pour commettre des crimes qui auraient été impossibles dans des communautés plus établies. Les registres financiers saisis chez Henrik ont révélé toute l'ampleur de son business illégal. En 3 ans, il avait accumulé une fortune équivalente à ce qu'un homme d'affaires prospère gagnerait en une décennie. Il avait utilisé cet argent pour acheter des propriétés sous différents noms, ce qui laissait penser qu'il préparait l'expansion de ses activités dans tout l'Ouest. Le plus glaçant, c'était la découverte d'une carte détaillée cachée dans le mur de la cabane de Henrik lors des rénovations en 1902. La carte indiquait non seulement l'emplacement de ces caches de ravitaillement, mais aussi les routes empruntées par les familles d'immigrants se rendant aux colonies agricoles dans le Montana, le Wyoming et le Colorado. Chaque itinéraire était annoté avec des notes sur les temps de trajet habituels, les conditions météo selon les saisons et les endroits de refuge naturels qui pourraient servir de terrain de chasse. La carte laissait entendre qu'Henrik préparait une campagne de meurtre systématique qui aurait éclipsé la tragédie de février 1889. Sans la découverte d'Ezra Kowalski et l'enquête qui a suivi, Henrik aurait peut-être continué ses crimes pendant des années.
laissant une traînée de familles disparues à travers la frontière ouest. L'affaire Henrik Olsen est devenue un sujet d'étude obligatoire à la toute nouvelle Académie territoriale de la police, et certains éléments de l'enquête a été intégré aux directives fédérales pour poursuivre les affaires de meurtres complexes dans les territoires frontaliers. Les précédents juridiques posés pendant le procès ont influencé la loi territoriale pendant des décennies, surtout sur l'utilisation des preuves circonstancielles et la poursuite des crimes quand on ne retrouvait pas les corps. Mais le plus important, c'est sans doute la prise de conscience qu'a créée cette affaire chez les familles des frontières sur les dangers de faire confiance aveuglément. Cette tragédie a servi de leçon. Les qualités qui permettaient de survivre à la frontière, autonomie, débrouillardise et capacité à exploiter les faiblesses des autres, pouvaient tout aussi bien être détournées vers des fins criminelles par ceux qui n'avaient pas de contraintes morales. Au final, l'histoire de Henrik Olsen fait figure de sombre contrepoint à la mythologie du héros de la frontière. Alors que l'histoire célèbre les guides, éclaireurs et pionniers qui aidaient les familles à bâtir une nouvelle vie dans des territoires dangereux, cette affaire nous rappelle qu'au sein de ceux qui avaient les compétences pour survivre, dans ces conditions, il y avait aussi des individus aux intentions bien moins nobles. Dans la nature sauvage, certains utilisaient ces mêmes compétences pour s'en prendre aux innocents. Les 23 victimes de la cruauté calculée d'Henrik, Thomas et Elena Bergström avec leurs filles, le docteur Samuel et Rebecca Hartwell avec leurs enfants, les frères Kowalski avec leurs rêves de prospérité, Patrick et Catherine Brennan, venus chercher un remède pour leur fils blessé à la guerre, et la vieille Martha Lindqvist, qui voulait juste mourir libre sur sa propre terre, représentait tous ces espoirs et rêves qui poussaient vers l'Ouest. L'expansion. Leur mort rappelait cruellement que la frontière, avec ses promesses de liberté et d'opportunité, cachait des dangers qu'aucune préparation ne pouvait vraiment éliminer. Ce mystère nous montre que la vraie horreur de la frontière américaine ne venait pas toujours des catastrophes naturelles, des attaques indiennes ou des bêtes sauvages. Parfois, elle prenait la forme d'un guide de confiance, aux yeux bleus pâles et au sourire rassurant, qui voyait les rêves des autres comme des occasions de profit et leur confiance comme une faiblesse à exploiter. Exploiter. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Tu crois que tout a été révélé? Ou est-ce qu'il y aurait encore d'autres victimes du crime de Henrik Olsen qui n'attendent qu'à être découvertes dans les immenses Badlands du Dakota? Laisse ton avis en commentaire. Si cette histoire t'a plu et que tu veux d'autres récits d'horreur dans ce genre, abonne-toi, active la cloche et partage avec quelqu'un qui kiffe les mystères. À la prochaine vidéo!